moi, je vois déjà une différence entre la joueuse que j'étais avant debout et celle Mhm. que je suis maintenant. Et d'ailleurs, c'est devenu peut-être parfois un défaut, mais je vais le travailler. C'est que maintenant, quand je rentre sur un cours de tennis et que je fais un match, c'est comme si je jouais ma vie. Tu écoutes la chaîne The Court, s'entraîner au tennis avec des pros. La chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leur match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain. J'invite chaque semaine des acteurs du tennis en France, joueurs, entrepreneurs, coachs. Viens discuter avec nous, je diffuse un épisode chaque dimanche matin. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. J'accueille aujourd'hui Pauline Déroulède qui est joueuse de tennis française en fauteuil. Pauline est une réelle combattante. Elle a eu un accident de voiture grave il y a 2 ans qui lui a fait perdre sa jambe gauche. Elle est en lice aujourd'hui pour les JO de tennis à Paris en 2024. Je t'en dis pas plus et je te laisse écouter ma conversation avec Pauline. Eh bien, bienvenue à tous. Je suis ravi aujourd'hui d'avoir Pauline Déroulède avec moi sur le podcast The Court, s'entraîner au tennis avec des pros. Je suis très curieux de cette conversation avec toi, Pauline. J'ai plein de questions. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est, j'ai vu sur ton Instagram beaucoup de fois le hashtag #PlusLeTime. Est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire #PlusLeTime ? Alors, plus le time, c'est devenu carrément ma devise, puisque j'ai eu un accident il y a 2 ans. Et depuis cet accident, je vais décider de voir les choses autrement. En tout cas, j'ai pas eu le choix. Et je dis souvent d'ailleurs que j'ai pas eu le choix et que j'ai plus le temps. J'ai plus de temps à perdre, donc dans tous les domaines. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est devenu mon mantra. J'y pense tous les jours et ça me donne de la force et ça me permet d'avancer, d'aller le plus loin possible. Donc ouais, c'est vrai que c'est un hashtag que je mets souvent, enfin voire même tout le temps dans toutes les publications. Voilà. Trop bien. Eh bien, tu vas nous raconter tout ça. Et j'ai même une deuxième question. Je vais enchaîner les deux questions pour te connaître un peu plus avant que tu te présentes. C'est quoi ta plus belle victoire tennistique ? C'est une bonne et dure question parce que moi, en fait, je suis obligée de parler de mon histoire. Moi, j'ai fait beaucoup de compétitions quand j'étais jeune et après, j'ai continué le tennis, on va dire, de manière, voilà, en loisir pour me maintenir à un niveau. Donc, les compétitions quand j'étais jeune, c'est vrai que j'étais jeune, donc j'ai eu des belles victoires, voilà, avec des matchs accrochés. Moi, j'adore quand il y a des matchs hyper accrochés et quand il y a des renversements de situation. Euh, je dois dire que là, dernièrement, ma plus belle victoire, c'est le premier tournoi que j'ai fait, en fait, en tennis fauteuil, parce que c'était pour moi vraiment l'occasion de confirmer le nouveau chemin que j'avais choisi. Donc j'ai remporté ce tournoi contre la 8e française. Et c'était un match aussi, d'ailleurs, disputé, voilà, où je perds le premier set. Mais voilà, je lâche pas et je reviens dans le deuxième et finalement je gagne ce match et voilà, donc c'était symbolique pour moi, c'était important de le gagner et oui, en soi c'est une belle victoire pour moi puisque c'est la première peut-être, j'espère, de plein d'autres. Donc ce tournoi m'a marqué, c'était en début d'année, c'était le premier, voilà. Où est-ce que c'était ? C'était en Alsace, dans une petite ville à Huningue précisément. D'accord. Et voilà, donc moi j'ai débarqué là, c'était mon premier tournoi, j'y allais pour déjà savoir si j'avais le niveau, me tester, voir un petit peu ce nouveau milieu. Et j'ai fait mon jeu et voilà, ça a marché, donc j'étais plutôt contente, quoi. C'était de bon augure pour la suite. Pauline, est-ce que je peux te demander de te présenter aux auditeurs ? Donc ouais, bien sûr, moi je m'appelle Pauline Déroulède, j'ai 29 ans. Et j'ai toujours joué au tennis depuis que je suis toute petite. Voilà, ça a toujours été un sport que j'adore. J'ai toujours dit que c'était mon sport. Enfin, voilà, c'est un sport dans lequel je me sens bien, j'adore. J'ai fait effectivement donc beaucoup de compétitions quand j'étais jeune. Euh, et j'ai aussi passé un diplôme pour pouvoir donner des cours de tennis à des enfants. C'était un petit boulot pour moi et voilà, je pensais que c'était un moyen aussi de garder un pied dans le tennis et j'aimais bien enseigner aux enfants. Donc voilà, il y avait tout pour me plaire. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années dès l'âge de 15 ans. Et en fait, il y a 2 ans, j'ai eu un accident où j'ai perdu ma jambe gauche.
Et donc, ça a été forcément un grand bouleversement dans ma vie, puisque moi, effectivement, j'ai toujours été très sportive, active, hyper active, et de perdre un membre, finalement, ça a été destructeur. En tout cas, voilà, dès que c'est arrivé, ça a été très compliqué pour moi. Et à la fois, très rapidement, quelques heures après l'accident, j'ai dit à mes proches que de nulle part, je sortais de la table d'opération et je ne sais pas, avec l'aide des médicaments, de la morphine, j'ai dit je veux faire les Jeux paralympiques. Et à l'époque, je savais même pas encore dans quelle discipline, parce que je me souviens avoir déjà pensé au tennis à ce moment-là. Sauf que j'ai balayé tout de suite cette idée parce que je savais qu'en handisport, le tennis se faisait obligatoirement en fauteuil roulant. Et voilà, pour moi, encore une fois, quelqu'un d'hyperactif, toujours debout, toujours en train de courir partout, l'idée du fauteuil roulant, elle me rebutait clairement. Et voilà, j'étais pas prête. Donc je m'étais dit à l'époque, ça sera pas le tennis. Je ferai les Jeux paralympiques. Je sais pas encore dans quelle discipline, mais j'essaierai d'y participer. Et quelques mois après cet accident, donc après une grande phase d'hospitalisation, de rééducation, je me suis remise en forme et j'ai participé à un programme de détection organisé par le comité olympique qui s'appelle La Relève, qui réunissait plusieurs athlètes qui avaient voilà cette envie de pouvoir se mettre à fond dans un sport pour pouvoir prétendre à faire les Jeux de 2024 à Paris. Et c'est vrai que moi, j'y suis allée donc dans cet état d'esprit, sans savoir dans quel sport j'allais atterrir finalement. Enfin, si je voulais faire du triathlon en fait. Avant mon accident, j'avais en tête de me mettre au triathlon parce que je trouvais ça sympa comme sport, c'est un sport complet. Et donc en fait voilà, donc je suis allée à cette journée. Il y avait plusieurs représentants de fédérations de divers sports. Et c'est vrai que tout de suite, la fédé de tennis m'a approchée parce que voilà, on nous avait demandé de remplir un certain nombre de documents, de raconter un peu son histoire, etc. Donc moi, ils avaient tout de suite vu que j'avais fait beaucoup de compétitions en étant jeune, que j'avais été classée, etc. Et du coup, ils m'ont littéralement sauté dessus en me disant que voilà, je pouvais avoir mes chances, que la concurrence était faible. Clairement, ils m'ont vendu du rêve. Ils m'ont vendu du rêve, donc ils se sont heurtés d'abord à mon refus catégorique voilà, de faire ça, de faire du tennis en fauteuil. Mais ils n'ont pas lâché. Et c'est aussi grâce à eux maintenant que je suis dans ce sport parce qu'ils m'ont pas lâché. J'ai eu la chance d'être invitée à Roland-Garros, de pouvoir assister à des matchs en fauteuil. Et ce qui a été déterminant, c'est ma rencontre avec Stéphane Houdet, donc qui est pour moi un grand champion, donc qui a été champion du monde, champion olympique en tennis fauteuil et numéro 1 français surtout. Et en fait, c'est un hasard, mais on a exactement le même profil sur le papier. En tout cas, c'est que on a le même handicap, la même jambe. Et comme moi, en fait, il faisait beaucoup de compétitions, voilà, étant valide avec ses deux jambes, et il a finalement fait du tennis fauteuil. Et c'est vrai qu'il m'a dit une phrase qui m'a fait changer d'avis. En fait, ça a été un déclic. Il m'a dit, tu sais, Pauline, voilà, moi, quand je vais jouer au tennis, j'arrive debout. Je me mets en fauteuil pour jouer et je repars debout, en fait. Et c'était tout bête, mais quand il m'a dit ça, je me suis dit, bah, ouais, en fait, ça me dispenserait pas de continuer à être debout dans la vie de tous les jours, mais de faire mon sport différemment. Donc, pourquoi pas essayer? Et à partir de là, j'ai décidé d'essayer. J'ai passé un certain nombre de tests et le comité des Yvelines et une coach qui s'appelle Aurélie Somariba, plus précisément, ils ont décidé voilà, de me prendre en charge, entre guillemets, de m'offrir toute une structure d'entraînement, un cadre d'entraînement pour que je puisse préparer comme il se doit ces Jeux paralympiques, en tout cas mettre toutes les chances de mon côté. Et depuis septembre dernier, je m'entraîne tous les jours là-bas. Donc, j'alterne entre entraînement, préparation physique. Et voilà, c'est intense. Et j'ai littéralement changé de vie, en fait. J'ai la vie de sportive de haut niveau dont je rêvais petite fille. Parce que c'est vrai que ça a toujours été un vieux rêve, en fait, de faire ça de ma vie. Donc, l'ironie du sort, c'est que maintenant, la vie que j'ai, elle me plaît aussi. Autant que celle d'avant, voire même. Alors, Donc, je vais te couper voilà. volontairement, Pauline, pour qu'on va chapitrer tout ça. J'ai plein de questions. Il y a une première Ouais, bien question. sûr.
peut-être bête, je suis désolé. Pourquoi on ne pratique pas le tennis, donc handisport, autrement qu'en fauteuil? Non, c'est pas Est-ce que une c'est question c'est bête, un hein. règlement Moi, ou... ouais, ouais, c'est dans le règlement, en fait. C'est un règlement. C'est pour éviter de faire trop de sous-catégories d'handicap. Mhm. Parce que moi, par exemple, je suis amputée, mais je peux être amenée à jouer en fauteuil face à quelqu'un qui est paraplégique, donc qui a pas du tout l'usage de ses jambes. Ça permet voilà, de faire une seule catégorie. Parce que s'il D'accord, fallait donc il y en a qu'une. dissocier les handicaps, ça serait trop compliqué, quoi. Hmm. Ouais, voilà, il y en a qu'une. On Ok, est tous d'accord. assis. Ok. Combien vous êtes de joueurs et joueuses en tennis fauteuil aujourd'hui en France? Tu sais que tu me poses une question, moi je suis novice, hein. Mais écoute, je sais qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Ouais. Je dirais une centaine de joueurs de français. Après, il y en a peut-être la moitié, les trois quarts qui sont vraiment actifs, qui font de la compétition, etc. Et chez les femmes, il y en a beaucoup moins. Je dirais 40, 50 femmes joueuses. Ok. Voilà, Donc pas toi, tu plus. as commencé euh, à t'entraîner en fauteuil à partir de quel moment? En septembre dernier, en fait, j'ai Ok, donc commencé les entraînements en ok. septembre dernier. Ouais. Comment se Donc, j'avais passe jamais roulé dans un fauteuil. ouais. Comment se passe l'apprentissage justement de la maîtrise de son corps en fauteuil? Bah, ouais, le fauteuil, en fait, moi, je vois ça maintenant comme un outil de travail. En fait, il faut vraiment, vraiment s'y familiariser. C'est tout aussi important que la raquette de tennis, en fait, Mhm. parce que c'est nos jambes, les roues du fauteuil. Donc, bah, au tennis, le déplacement, il est tout aussi important que la technique avec la raquette. Donc, c'est vrai que moi, je sais que avant de toucher une raquette en septembre, ma coach, elle m'a fait rouler, 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 rouler. Et du coup, c'est vrai que voilà, il fallait vraiment que je me fasse avec voilà, avec mon outil de travail. Donc d'abord, j'ai commencé à rouler, à faire des parcours, etc. sans raquette, parce qu'il y a aussi la difficulté, c'est de pousser son fauteuil avec sa raquette de tennis dans la main. Mhm. Donc ça aussi, c'est une technique. Je me souviens la première fois que j'ai pris ma raquette pour pousser sur mes roues, je me suis dit mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. C'est trop gros, c'est voilà. Donc d'ailleurs, on a des manches généralement plus petits que les joueurs valides. Donc voilà, taille 1 parce que sinon c'est trop gros dans la main. Et voilà, donc il y a plusieurs étapes. C'est d'abord rouler énormément en fauteuil sans la raquette pour vraiment être à l'aise. Ensuite avec la raquette et ensuite on se concentre sur la technique. Mais moi mon point faible encore à l'heure qu'il est, c'est le déplacement en fauteuil. J'aurais toujours euh, on va dire une longueur de moins que celles, par exemple, qui sont tous les jours en fauteuil roulant, qui se Mhm. déplacent dans la vie quotidienne en fauteuil. Moi, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je suis toujours debout. Donc j'ai du retard et c'est là-dessus surtout que je dois travailler. Donc, tu as une phase d'apprentissage du nouveau matériel, entre guillemets. Et est-ce que tu me dis que tu avais beaucoup joué un peu plus jeune, du coup, tu avais peut-être stoppé le tennis pendant un temps. Comment se passe la sensation de nouveau à la balle, euh, peut-être le côté aussi tactique? Est-ce que tu es une joueuse attaquante, défenseur? Est-ce que ton jeu change avec un matériel supplémentaire? Bah, en termes de sensations, je dois dire que moi j'ai retrouvé les mêmes en tapant dans la balle. Après, ce qui change, c'est la hauteur de prise de balle qui est forcément un peu plus basse que lorsqu'on est debout. Après, voilà, Plus de pour lift, moi, du ça a coup? été, ouais, plus de lift, enfin, en tout cas, il vaut mieux. Moi, c'est vrai que mon jeu d'avant est toujours le même d'ailleurs. J'ai pas dû changer, donc ça, c'est la bonne chose. Et voilà, moi, effectivement, j'avais déjà avant un jeu très agressif d'attaquante. Voilà, j'aime pas les échanges, j'aime pas quand ça dure trop trop longtemps. Et ce qui est cool en tennis fauteuil, c'est que les échanges, deux trois frappes de balle, c'est ce qui est relativement efficace. Mhm. Donc disons que mon jeu, j'ai pas dû le changer sur ce point-là. Pareil pour le service. Alors le service aussi, c'était particulier parce que pareil, la première fois que j'ai lancé la balle assise, c'est quelque chose. C'est assez bizarre. Mais après, voilà, en fait, la façon dont on jouait avant, je pense qu'on la retrouve en fauteuil. Il y a pas, voilà, nos points forts restent les mêmes points forts et les points faibles restent les mêmes points faibles. Il faut juste s'adapter, voilà, en termes de hauteur, etc. Mais moi, en tout cas, j'ai pu garder le même jeu qu'avant, quoi. Ok, donc en septembre dernier, tu commences à fond l'entraînement et janvier, tu fais ton premier tournoi, c'est ça? Ouais, c'est ça.
C'est ça, Ok, c'est ça. donc avec la première victoire. Et donc, grosso modo, les tournois, comment ça se passe? J'imagine que tu peux nous en dire un peu plus sur le nombre de joueurs, joueuses participant dans le tournoi. Et je suis curieux de savoir, c'est pareil, c'est 2 sets gagnants. Combien de tours pour aller au bout? Tu parlais, tu as battu la numéro 8 française. Du coup, contre qui est-ce que tu perds ensuite? Les différents apprentissages que tu as sur ta première défaite, comment ça se passe tout ça? Écoute, alors vraiment, le nombre de joueurs par tournoi, ça varie selon la popularité, je dirais, ou la localisation du tournoi. Donc moi, malheureusement, j'ai pas pu en faire beaucoup parce que toute la saison de tournoi que j'avais prévue a été annulée, tu l'imagines bien, par le Covid. Donc encore une fois, je suis novice et je j'ai pas pu me faire une vraie idée de ce que c'est. Ce que je sais, c'est que c'est un problème d'ailleurs, c'est un vrai problème, c'est qu'il y a pas, parfois il n'y a pas suffisamment de filles. Donc c'est-à-dire que le juge arbitre peut pas faire un tableau féminin. Hmm. Donc ça arrive souvent dans des tournois qu'on joue contre des garçons. Moi, je trouve ça toujours. Enfin, moi, j'aime bien jouer contre des garçons, ça me dérange pas. C'est un moyen de progresser, etc. Après, je trouve ça dommage que le tennis fauteuil soit pas encore aussi représenté que chez les garçons. Donc ça, c'est ce que j'ai pu constater. Voilà. Après, donc, tu as des tournois nationaux, tu as des tournois internationaux. C'est à peu près pareil que chez les valides, je crois, à quelque chose près. Pour ce qui est des règles, généralement, enfin, moi, tous les cas que j'ai vus, c'est 2 sets gagnants avec, s'il y a un set partout, c'est un super tie-break de 10 points Mhm. pour départager. Voilà. Ça nous arrive aussi de faire des doubles pour que, voilà, généralement, quand on part sur un tournoi, il y a toujours un tableau de double qui est fait pour qu'on puisse vraiment matcher le plus possible. Donc, moi, j'ai fait mon premier tournoi donc, en janvier dernier que j'ai gagné. Et le deuxième Ah, t'as tournoi que gagné le j'ai fait, tournoi? ouais, en janvier, ouais. Bah oui, Ah, oui, c'est énorme. Je en pensais que tu finale. avais gagné ton premier match. Non, tu as gagné le premier tournoi. C'est énorme. Non, non, j'ai gagné le tournoi, ouais. Oui, c'est pour ça que je te disais, c'était peut-être la plus belle victoire, parce que moi, j'y allais juste en découverte, quoi. Mais finalement, je repars avec la coupe, donc c'était plutôt sympa. Et non, là, il y a une très bonne expérience que j'ai eue dernièrement. Il y a un mois, en fait, la FFT a décidé d'organiser un tournoi au CNE pour encourager tout simplement la reprise de la compétition, puisqu'on a tous été un peu sur le carreau à cause de la crise sanitaire. Et ils ont convoqué les 8 meilleures françaises à jouer, les 8 meilleurs français à jouer au CNE, donc voilà, pour un tournoi. Et moi, j'ai eu la chance surtout d'avoir une wildcard, en fait. Ils m'ont invité. Et du coup, j'ai pu faire ce tournoi avec les meilleurs, hein, en tout cas du circuit français. Et j'ai remporté le premier tour contre la quatrième française, le deuxième tour contre la troisième française. Et j'ai perdu, hélas, au super tie-break en finale contre la numéro 2, Emmanuel Morc. Voilà, c'était un beau match d'ailleurs, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Ce Et sera en pour fait, une là, prochaine fois. on refait le même tournoi ce week-end, là, tu vois. Donc, je vais pouvoir prendre ma revanche. Aussi au CNE, Ouais, c'est aussi au Seine. ouvert au public? Eh ben non, malheureusement, c'est avec tout ce qui se Ok. passe, on est obligé de passer le test. Enfin bref, c'est non, Peut-être à huis clos. disponible en ligne, non? Il n'y a pas des Je petites sais caméras pas, là? je sais qu'ils font des stories sur l'Instagram de la FFT, ils tweetent, etc. Après des lives, je suis pas sûre, hein. Je suis pas Ok. sûre qu'ils en fassent. Je sais pas. Je vois en gros, en capitale partout, écrit Objectif Paris 2024. Ouais, Il se passe quoi en bah c'est vrai que c'est 2024? ouais. Bah, en 2024, non seulement il y a les Jeux olympiques et paralympiques, mais en plus de ça, c'est à Paris, donc c'est à domicile entre guillemets. Et moi, je me souviens très bien du jour où j'ai appris je savais que Paris était candidate pour les Jeux, et je me souviens très bien du jour où ils ont été nominés pour que ça se fasse chez nous. Et j'étais hyper heureuse, alors que moi, voilà, j'étais pas du tout athlète à ce moment-là, pas du tout. Mais en tout cas, déjà en tant que spectatrice, d'avoir les Jeux chez soi, je trouve ça Hmm. hyper voilà, prestigieux. Pour moi, les Jeux olympiques, ça a toujours été très prestigieux. C'est une compétition que je trouve admirable. On représente, au-delà de la, on va dire, l'individualité, on joue pour son pays, on porte les couleurs de son pays. Enfin, je trouve ça vraiment fort.
Et c'est vrai que moi, voilà, ça a été mon objectif depuis ce fameux 27 octobre 2018 où j'ai eu mon accident, où je me suis mise en tête de en tout cas, tout faire pour participer au jeu. Et du coup, tous les matins, je me réveille avec objectif 2024. 2024, quand on le voit comme ça, moi quand je le vois, ça peut paraître bientôt, mais ça peut paraître aussi super loin. Comment est-ce que tu prépares un objectif comme ça à 4 ans? Comment est-ce que tu le séquences dans le temps? J'imagine peut-être mois par mois, semaine par semaine. Est-ce que tu as un planning qui est défini à l'année de ce que tu vas pouvoir faire en termes de charge d'entraînement? Ouais, j'ai ma coach pour ça qui, ensemble, on fait un plan d'action, comme on dit. Là, cette année, et ça sera encore le cas l'année qui arrive, le but pour moi, c'est vraiment de confirmer, on va dire, mon niveau au niveau national d'abord, c'est-à-dire voilà, me faire une place dans le classement français. Euh, donc c'est pour ça que le dernier tournoi que j'ai fait, de jouer avec les 8 meilleurs, c'était vraiment vraiment sympa pour moi parce que c'est vraiment l'objectif premier de monter dans le classement français, tout en faisant quelques tournois à l'international parce que le niveau il n'est pas le même, hein, le niveau est beaucoup plus élevé à l'international. Il faut arriver à se tester aussi dans ce contexte-là. Après, je sais que plus l'échéance se rapprochera, plus il faudra vraiment faire des tournois internationaux, donc voyager beaucoup et voilà, faire que ça, puisqu'en fait, la condition pour être qualifié pour les Jeux, c'est qu'il faut faire partie des 24 meilleurs mondiales. Mhm. Et on va dire que en gros, les qualifications sont gelées 3 mois avant les Jeux, donc c'est quand même, on a quand même, voilà, on a quand même du temps, mais à la fois, il faut arriver à faire le plus de matchs, à faire le plus de performances pour être dans ces 24, parce que sinon, bah, voilà, on n'y sera pas, quoi. Donc voilà un peu le plan d'action pour les années qui arrivent. D'abord sur les tournois français et ensuite aussi les tournois internationaux pour être dans le top 25, quoi. Ouais, d'ici là, tu vas peut-être pas mal enquiller des grands chelems aussi. Ouais, j'aimerais bien. Après, je pense que je sais pas. En fait, moi, mon rêve de gosse, c'est de faire Roland-Garros. Bah Vraiment. oui. Je sais pas, j'ai un truc avec Roland. J'avais juste à côté. Tu vois, ça a toujours été un tournoi que j'adore, hein, sur terre battue, voilà. Donc j'aimerais bien faire Roland-Garros. Après, pour les grands chelems, il faut faire partie des 8 meilleurs mondiaux. Ok. Donc le tableau est beaucoup plus petit, hein, que chez les valides. Donc voilà, il faut être très bien classé. Je pense que, en fait, en tout cas avec ma coach, on se met cet objectif-là dans un second temps, tout simplement parce que c'est plus dur en fait d'arriver à être dans les 8 meilleurs mondiales. Donc voilà. Après, si ça arrive avant, ça serait génial, ce serait magnifique. Mais moi vraiment, je suis concentrée sur les jeux et je fais tout pour en tout cas y être. Et s'il se passe d'autres choses, évidemment, je participerai, hein. Est-ce que tu peux nous parler de ton entraînement sur une semaine type? Là, j'imagine que même avec les circonstances, peut-être tu as pu reprendre un entraînement plutôt régulier. Tu peux nous dire sur une semaine du lundi au dimanche à quoi ressemble ta préparation physique, tennistique, mentale? Moi, je fais à peu près, à l'heure qu'il est, 14 heures de tennis par semaine. Donc, généralement, j'ai toujours 2 heures de préparation physique par jour, du lundi au vendredi. Donc, soit je fais une séance avec mon préparateur physique, soit je la fais toute seule de mon côté. Voilà. Et j'ai minimum 2 heures de tennis par jour, voire 4 heures de tennis par jour. Donc, en gros, mes journées, c'est du 10 heures, 17 heures, j'alterne entre tennis et préparation physique, voilà. Et samedi, dimanche, je suis censée être off ou être en tournoi, puisque les tournois se passent la plupart du temps les week-ends. Ok, machine de guerre, du coup. Ah C'est de bah là ouais, devient full ce time, hein. bronzage? Non, là, je reviens de vacances. Je reviens de vacances, c'est pour ça. Ok. Euh, je voudrais qu'on parle aussi d'un point finance. On sait à quel point c'est dur pour les joueurs et joueuses de tennis de financer une carrière. Si tu es amené à voyager sur les prochaines années, tout le mal que je te souhaite de faire les 4 grands chelems, de faire des tours internationaux, même en France, c'est un budget. Comment tu peux financer cette carrière de joueuse? Ah bah ça c'est tout le problème, je pense, comme tu l'as dit, pour n'importe quel joueur pro, c'est de trouver des sponsors. Moi c'est vrai que je suis en pleine recherche de sponsors actuellement encore.
puisque je sais que tout est lié. Pour pouvoir faire le maximum de tournois, se déplacer dans les meilleures conditions, etc., il faut de l'argent. Moi, à l'heure qu'il est, je gagne pas encore ma vie du tennis, malheureusement. Donc, il faut que des gens, des marques croient en moi, en tout cas misent sur moi, comme l'ont fait ma coach et le comité des Yvelines, qui m'offrent déjà, voilà, encore une fois, tout le cadre d'entraînement. Donc, il faut trouver des sponsors. Et écoute, si tu connais des gens qui seraient intéressés pour me suivre dans mon aventure 2024, T'as c'est avec un plaisir. sponsor équipementier déjà? Ouais, moi, je joue avec Babola, moi. Ouais, Ok. ouais, eux, ils ont été tout de suite avec moi, heureusement. Donc ça c'est top. Et en plus, c'est top puisque, encore une fois, tu vois, je te parlais de mon jeu que j'ai pas dû changer. Ben, j'ai pas dû changer de raquette puisque moi, j'ai toujours joué avec des Babola, notamment l'aéro que j'adore. Donc voilà. Ça au moins j'ai. Mais après voilà, tout ce qui est financement, clairement, pour pouvoir payer notamment les déplacements au tournoi, les forfaits, enfin on va dire les inscriptions au tournoi, ça alors qu'il est, je n'ai pas de partenaire. Est-ce qu'il y a des joueurs et joueuses en tennis en fauteuil qui, eux, sont financés? Oui, il y a des joueurs et des joueuses qui sont financés. Seulement, d'après ce que je sais, c'est généralement celles et ceux qui sont dans le top 3. Ok. Donc c'est vrai que moi, c'est là où c'est la difficulté, c'est que moi, je sors de nulle part, je suis personne, j'ai pas de classement en tennis fauteuil, donc il faut arriver voilà, à convaincre les gens. Moi, ce que je dis toujours, c'est, enfin voilà, je suis hyper motivée, je consacre tout mon temps à l'entraînement, je le fais très sérieusement. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte que les gens me fassent confiance et de leur rendre bien aussi, puisque le but, c'est d'être une équipe, même si c'est un sport individuel. Donc oui, il y a des joueurs qui ont la chance d'avoir des sponsors, mais c'est venu plus tard. C'est vrai que c'est difficile au début d'une carrière d'avoir des gens justement qui croient en nous et qui se lancent sans savoir si ça va donner quelque chose, quoi. Parce que est-ce que tu as un job aussi au quotidien? Parce que là, vu le nombre d'heures de tennis que tu enquilles, je vois pas comment tu places un job en pleine journée aussi. Bah non, 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 je travaille plus. Moi, je travaillais en télé avant mon accident. J'étais assistante réalisatrice. Et en Ok. fait, depuis mon accident, j'ai pas pu reprendre malheureusement ce travail, tout simplement parce que l'accident est trop récent et physiquement, en fait, je sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est un métier où t'es en tournage la plupart du temps. Tu cours partout, tu cours partout, beaucoup. Ça peut être 12 heures par jour et physiquement, moi, je pourrais plus tenir, en fait, même si j'ai ma prothèse, etc. Ça serait trop fatigant. Et en fait, j'ai pas songé à me reconvertir dans un autre domaine, puisque le tennis est venu tout de suite et je me suis dit, je vais faire que ça. Et finalement, même si je regrette cette vie d'avant, ce métier d'avant que j'aimais beaucoup, c'est un mal pour un bien, dans le sens où tous les matins, je me lève pour faire du tennis et ça va devenir ma vie. Et voilà, si je peux arriver à faire en sorte que ça soit mon métier plus tard, ça serait génial, quoi. Hmm. Est-ce qu'il y a un bon moyen pour toi de trouver des sponsors? Ça pourrait être Instagram, parce que j'ai vu que tu avais un profil assez actif avec une communication régulière, des jolies photos. Est-ce que pour toi, c'est un moyen aussi de trouver des sponsors que de communiquer sur ta vie, ton quotidien, tes objectifs? Bah oui, c'est sûr que les réseaux sociaux, ça aide forcément voilà, pour encore une fois séduire les gens, en tout cas montrer qui on est. Moi, avant cet accident, j'étais en profil privé, c'était que les amis, etc. Et très rapidement, voilà, j'ai passé mon compte en public pour plein de raisons. Et aussi sur le plan, voilà, sur le plan sportif, effectivement, pour trouver des sponsors, mais aussi pour partager aux gens qui peuvent peut-être aussi avoir des doutes, traverser des mauvais moments, l'envers du décor. Moi, j'ai toujours voulu montrer l'envers du décor. Voilà, pas seulement les moments où on est bien, on est souriant et que il y a des coups durs, il y a des downs, comme on dit, et moi, j'en ai souvent, même si les réseaux sociaux peuvent montrer le contraire, mais voilà, donc j'essaie de communiquer là-dessus et de pas mentir, en tout cas, sur qui je suis, et que ce soit, voilà, sur le plan personnel, le plan sportif, etc., quoi. Sur un mix du plan sportif et personnel, j'ai vu que tu nommais souvent le mot de combat. C'est quoi ton combat? Bah, j'en ai plusieurs, hein, des combats, mais non, mais mon combat, il y en a un surtout, qui est déjà, il y a celui sur le plan sportif. Alors après, c'est pas un combat, c'est peut-être un combat contre soi-même.
pour arriver à réussir d'être au jeu. Non, j'ai un combat, c'est celui depuis mon accident. En fait, moi, j'ai été j'ai été fauchée par un conducteur qui avait 90 ans et qui a perdu le contrôle de son véhicule. Et depuis cet accident, c'est vrai que je me suis vraiment posé la question de me dire, mais pourquoi en France, en fait, on laisse le permis de manière illimitée, alors que dans tous les autres pays d'Europe et même dans le monde, on n'a pas le permis à vie. On doit repasser des tests pour contrôler en fait l'aptitude de la personne. Et c'est vrai que c'est devenu mon combat en fait. Très rapidement, j'ai voulu m'investir de cette mission, de faire en sorte qu'un jour il y ait un projet de loi qui sur l'aptitude, pour que des tests d'aptitude à la conduite soient mis en place et qu'on ne délivre plus le permis à vie parce qu'il y a malheureusement trop de gens et l'âge, effectivement, est un facteur à risque, mais qui ne devrait plus conduire, qui sont des dangers publics. Et, et voilà, et du coup, c'est devenu mon combat. C'est un combat politique. Je suis pas du tout branchée politique à la base, mais je me suis rendu compte qu'il fallait forcément s'y connaître un petit peu pour convaincre. Alors, tu vois, on parlait des sponsors, là c'est pareil, il faut convaincre des gens qui me suivent dans ce combat-là avec moi pour arriver à convaincre l'opinion publique et le gouvernement entier pour que ce projet de loi aboutisse. Et ben, je t'avoue que j'y crois. En tout cas, moi, je partage vraiment mon temps et ma vie entre le tennis et ce combat-là. C'est vraiment devenu mes raisons de vivre en fait, puisque ça a du sens pour moi. Et je veux surtout que ça arrive plus à d'autres personnes. Et en tout cas, je pense qu'il y a des accidents qui pourraient être évités. Et moi, voilà, j'ai vécu un drame. Il y en a plein d'autres qui en vivent tous les jours. Et heureusement, je n'ai perdu que ma jambe. Et il y a beaucoup, beaucoup pire que moi. Mais je pense qu'il faut prendre des mesures pour éviter que de tels drames arrivent à nouveau, quoi. Si on croit à ce combat, comment on fait pour t'aider et s'impliquer? Si on croit à ce combat, voilà, moi, je reçois énormément de messages de gens qui me suivent, etc. C'est vrai que ça me donne toujours énormément de force. J'en attends pas plus. En fait, voilà, moi, de savoir, même des gens qui sont pas d'accord, hein, en vrai, ça m'intéresse parce que c'est un échange. Je pense que pour moi, c'est constructif d'entendre des opinions, des arguments de toutes parts. Et voilà, moi, les témoignages des gens aussi, des gens qui sont venus me parler, me raconter leur histoire de vie brisée. À la fois, ça me fait beaucoup de mal parce que moi, je suis quand même émotive et de lire des histoires difficiles, c'est vrai que c'est difficile à lire, mais ça me donne de la force, bizarrement. Ça me donne de la force pour continuer parce que, comme je dis souvent, moi, ce combat-là, je le mène pas pour moi, je le mène pour les autres, tu vois. C'est pour pas, moi, c'est trop tard. Moi, c'est fini. Enfin, en tout cas, sauf s'il m'arrive quelque chose d'autre, mais donc d'avoir quelque part l'approbation des gens, de savoir que j'ai du soutien de ce côté-là, bah, ça me donne la force de continuer à combattre. Simplement. J'aime bien en ce moment. Alors c'est drôle parce que j'ai les derniers invités que j'ai eus, notamment Christophe Bernel, préparateur mental, directeur de la préparation mentale à la FFT, Nathalie Mention qui est très branchée mentale, sophrologie, qui bosse au Tennis Club de Paris, aussi Brigitte Simon qui a été numéro 1 française et qui est maintenant coach mental. On a beaucoup parlé de savoir un petit peu ou définir c'est quoi son pourquoi quand on joue, tu vois, genre il y a pour un joueur, joueuse de tennis, il y a tout le temps des moments difficiles et dans les moments difficiles, c'est souvent en fait, d'ailleurs, on sait pas trop à quoi se raccrocher et généralement, quand on a bien défini son pourquoi, on arrive à se raccrocher à quelque chose d'efficace. On pourrait imaginer que toi, ton pourquoi, il est facile à trouver, mais peut-être tu pourrais nous en dire plus sur les moments difficiles, à quoi est-ce que tu te raccroches est-ce que tu te raccroches uniquement à ton combat ou tu as des croyances internes qui font que tu vas être la combattante que tu mentionnes? Ah, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, mais c'est hyper intéressant d'ailleurs. Moi, je vois déjà une différence entre la joueuse que j'étais avant debout et celle que je suis maintenant. Et d'ailleurs, c'est devenu peut-être parfois un défaut, mais je vais le travailler. C'est que maintenant, quand je rentre sur un cours de tennis et que je fais un match, c'est comme si je jouais ma vie, ce qui est complètement débile. Mais c'est que c'est devenu tellement important pour moi que ça me prend vraiment à cœur. Et je joue.
je joue plus qu'une partie de tennis en fait. Et à la fois, ça me donne beaucoup de force et d'énergie pour voilà, bien jouer, etc. À la fois, ça peut parfois me jouer des tours. Jusqu'à maintenant, ça va, j'essaie de le gérer. Mais moi, mon pourquoi, il est simple. En tout cas, quand je suis sur un cours, dans les moments difficiles, c'est vrai que j'avais on va dire ma construction d'avant, de celle que j'étais d'avant. Mais depuis l'accident, j'ai quand même beaucoup changé et je suis passée par des moments quand même relativement difficiles, beaucoup de douleurs. Et voilà, je me dis toujours que j'ai eu la chance de rester en vie parce que j'aurais pu mourir. Et c'est vrai qu'une fois que je me dis ça, ça, j'arrive à relativiser beaucoup de choses et à me calmer en fait. J'ai la chance d'être en vie, j'ai la chance de m'être relevée, en tout cas de pouvoir remarcher et d'être très bien entourée. Donc c'est vrai que ça m'aide à surmonter les épreuves. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Si. Pauline, du coup, je vois ce Instagram super actif. Du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour te suivre, t'encourager, t'envoyer des messages de motivation, suivre tes résultats? Où est-ce qu'on peut te suivre? Eh ben, on peut me suivre sur Instagram, Pauline-Déroulède et sur les autres réseaux sociaux, notamment Twitter, voilà, avec mon nom de famille. C'est les réseaux que j'utilise le plus, surtout Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas. Et j'ai une dernière question à te poser, Pauline. Si tu devais recommander quelqu'un pour passer sur l'émission, le podcast The Court, s'entraîner au tennis avec des pros, qui est-ce que tu pourrais me recommander? Écoute, on va rester dans le tennis fauteuil parce que je pense qu'il faut plus en parler. C'est vraiment, moi, je connaissais peu avant de m'y mettre. J'en avais vu quelques matchs, notamment à Roland-Garros, où j'avais trouvé ça très impressionnant, très physique. Et donc, j'ai envie de te dire qu'il faudrait interviewer Stéphane Houdet, si c'est pas déjà fait, parce que Non. Stéphane, C'est un bon client, moi, je crois. c'est mon modèle, hein, c'est mon mentor, c'est une vraie référence. Lui, il a l'expérience, il a été champion. Il pourra beaucoup mieux parler que moi que du tennis fauteuil. Donc, effectivement, Stéphane Houdet, je pense que tu devrais lui parler d'urgence. Écoute, ça sera fait, je vais lui écrire d'aussitôt. Pauline, j'étais ravi de t'avoir sur le podcast. Je mettrai en lien de la description ton profil Instagram pour qu'on puisse te suivre, t'encourager. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Merci à toi, Arthur. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt. Bye bye. Salut. Ciao. Si tu en es arrivé jusque-là, c'est certainement que tu as aimé l'épisode. Si tu as envie d'aller plus rapidement dans ta progression au tennis, je t'ai mis en dessous le lien d'une formation gratuite qui va te permettre de t'entraîner pendant 5 jours au coup droit. Cette formation a été réalisée avec Jules Marie, ancien 228e ATP, et déjà plus de 350 joueurs ont été entraînés. À bientôt!